Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire Autour du monde spécial Afrique. Tout de suite, commençons cette édition en ce lundi le 3 mai 2021. Et on commence par notre tournée dans la presse africaine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a décrété l'état de siège dans 2 provinces de l'Est du pays frappées par la violence des groupes armés et des massacres de civils. Jeudi, le président avait prévenu qu'il préparerait des mesures radicales face à l'insécurité dans l'Est du pays. Mardi, à Paris, il avait demandé au président Emmanuel Macron l'aide de la France pour éradiquer dans la région de Béni les forces démocratiques alliées. Au Tchad, le Premier ministre de la Transition a donné ce samedi une adresse aux forces vives de la nation à l'issue d'une semaine durant laquelle il a multiplié les entretiens. Albert Pahimi Padaké a enjoint les multiples organisations représentées à faire de l'intérêt commun une priorité. Un objectif de la transition, dit-il, est d'aboutir à une nation plus équilibrée. Pour parvenir à cette union sacrée, il s'est aussi adressé aux manifestants qui réclament du changement dans le pays. Et justement, toujours au Tchad, l'armée a tenté samedi de mettre un terme aux manifestations usant de force dans les villes de Sar et Koumra. Des sources locales font état de plusieurs blessés. Le point dans ce commentaire. Koumra se sont soulevés contre la junte au pouvoir. Les jeunes sont descendus dans les rues réclamant le respect de l'ordre constitutionnel. En effet, la loi fondamentale a été balayée du revers de la main par le Conseil militaire de transition qui, dès sa prise de fonction quelques heures après la mort du président Idriss Déby Itno, a dissous l'Assemblée et le gouvernement. Une violation de la Constitution décriée par l'opposition et les organisations de la société civile. Au moins 6 personnes ont perdu la vie depuis le début de la révolte des Tchadiens contre le CMT. Samedi, l'armée a tenté de mettre un terme aux manifestations usant de force dans les villes de Sar et Koumra. Des sources locales font état de plusieurs blessés. Plus de 650 personnes ont été interpellées mardi 28 avril dernier lors des manifestations contre la junte au pouvoir au Tchad et sont actuellement auditionnées par la justice selon le procureur de N'Djamena. L'opposition avait appelé à des rassemblements qui avaient été interdits par les autorités militaires. Les manifestations ont été réprimées. La majorité des appels à manifester étaient également contre la politique de la France, accusée de soutenir le nouveau pouvoir depuis que le président Emmanuel Macron est venu à N'Djamena rencontrer les nouvelles autorités à l'occasion des funérailles du maréchal Idriss Déby Itno, seul chef d'État occidental à avoir fait le déplacement. Et au Nigeria, le chef de gang qui a conduit l'enlèvement de 344 jeunes garçons à Kankara, dans le nord-ouest du Nigeria, au mois de décembre, a été tué par d'autres bandits locaux, quelques jours seulement après avoir rompu l'accord de paix qu'il avait conclu avec le gouvernement local. Le bandit a été tué par balle lors d'une confrontation avec un autre groupe armé, une dizaine de jours seulement après avoir rejoint la forêt et repris les armes. Et le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a rouvert samedi les négociations en vue de l'organisation d'élections dans les meilleurs délais, une décision que l'opposition a accueillie favorablement et qui éloigne le spectre de nouvelles violences meurtrières. Il a abandonné de facto la prolongation de 2 ans de son mandat présidentiel adopté le 12 avril dernier. Il a également désigné son Premier ministre comme responsable de l'organisation des élections, accédant ainsi à l'une des principales revendications de l'opposition pour sortir de l'impasse. Et tout de suite, un sujet qui sera donc le débat que nous allons traiter dans quelques instants. Il s'agit de la présidence de l'Union africaine qui réunira les ministres de la Santé samedi 8 mai afin de sonner l'alerte. Il s'agit d'appeler à la mobilisation pour mettre le continent à l'abri d'un scénario à l'indienne. Le point dans ce commentaire.
En Afrique, tous les regards sont tournés vers l'Inde. La situation en Inde est très préoccupante pour nous en tant que continent, a déclaré jeudi lors d'un point de presse Jean Kekangsong, directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies du continent, l'Afrique CDC, qui dépend de l'Union africaine. Samedi 8 mai, par crainte que l'Afrique soit très rapidement débordée par les contaminations au coronavirus, les dirigeants des 55 pays vont se réunir afin de prendre des mesures urgentes s'il le faut pour éviter une situation similaire à celle de l'Inde. L'Afrique, dont les structures sanitaires sont fragiles, a pour le moment été relativement épargnée par le coronavirus, recensant officiellement 3,1% des cas et environ 4% des décès selon l'Africa CDC. L'Inde, comme de nombreux pays africains, avait pris des mesures strictes au début de la pandémie et avait réussi jusqu'à présent à être relativement épargnée malgré ses villes surpeuplées et la vétusté de son système de santé. Mais le deuxième pays le plus peuplé du monde, avec ses 1,3 milliard d'habitants, soit une population comparable à celle de l'Afrique, fait face à une recrudescence exponentielle de la maladie causée notamment par un nouveau variant et des rassemblements de masse. L'Inde, qui a déploré 3645 décès en 24 heures, bat des records mondiaux de contamination avec près de 380 000 nouveaux cas. C'est une sonnette d'alarme. Nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe en Inde, a alerté l'Africa CDC, appelant à revenir à une application stricte des mesures barrières. Les masques fonctionnent. Ils sont les seuls vaccins que nous avons, a dit son directeur. Même son de cloche chez l'OMS Afrique, pour qui le risque de résurgence de la pandémie de Covid-19 reste élevé dans plusieurs pays africains en raison du manque de respect des mesures de santé publique. Au manque de respect des mesures de santé publique s'ajoute la tenue de rassemblements de masse et la faiblesse des taux de dépistage et de vaccination, s'alerte le bureau régional de l'OMS situé à Brazzaville. L'augmentation dévastatrice des cas et des décès en Inde et le rebond manifeste observé dans d'autres régions du monde sont des signes clairs que la pandémie n'est pas encore terminée dans les pays africains. Une nouvelle remontée des infections par le Covid-19 est un risque réel dans de nombreux pays, même si le nombre de cas dans la région semble stable ces dernières semaines, a indiqué la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Surtout que les difficultés de l'Inde impactent directement les campagnes de vaccination en Afrique, puisque le Serum Institute of India, qui fabrique des vaccins AstraZeneca pour l'initiative de solidarité internationale COVAX, a cessé d'exporter depuis plusieurs semaines afin de répondre à la demande domestique. COVAX espère livrer 238,2 millions de doses aux 142 pays qui y participent d'ici le 31 mai. L'objectif est de vacciner au moins 20% de la population des 92 pays les plus défavorisés d'ici la fin de l'année. 17 millions de doses seulement ont jusqu'à présent été administrées en Afrique, dont 8,9 millions au Maroc. Les autres pays ayant le plus vacciné sont le Nigeria et l'Éthiopie. L'Union africaine tente d'acquérir des vaccins de manière bilatérale hors du programme COVAX. Johnson & Johnson a annoncé en mars qu'il rendrait disponible pour l'Afrique jusqu'à 400 millions de doses de son vaccin à une injection, mais les premières livraisons ne devraient pas intervenir avant le troisième trimestre 2021. Effectivement, toutes les instances panafricaines de santé tirent la sonnette d'alarme et s'organisent pour mettre le continent à l'abri d'un scénario à l'indienne. Le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies du continent, l'Africa CDC, qui dépend de l'Union africaine, a déclaré que la situation en Inde est très préoccupante pour nous en tant que continent, par crainte que l'Afrique soit très rapidement débordée par les contaminations au coronavirus. Les dirigeants des 55 pays vont se réunir afin de prendre des mesures urgentes, s'il le faut, pour éviter une situation similaire à celle de l'Inde. Et justement, nous avons avec nous au bout du fil Dr Amr Ismail. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, quel est le risque justement que nous tombions dans un scénario tel que le scénario de l'Inde? En fait, comme vous avez dit, c'est vrai que les scénarios à l'on dit c'est quand même un peu difficile, surtout la situation médicale, c'est quand même grave. Le nombre de malades qui ont attrapé le virus et le nombre de décès là-bas, c'est peut-être plus de 3-4 000 par jour. C'est quand même une crise importante là-bas. Tout le monde sait que c'est une mutation du virus, c'est une épisode plus grave que les autres qu'on a. Cette Afrique
Le nombre de gens en Afrique totale, c'est à peu près pareil comme le nombre en Namibie. Que c'est la mutation des virus, la transmission des virus va être assez grave comme là-bas. On espère non, mais la situation de soins médicaux, c'est à peu près pareil au niveau des hôpitaux, les soins médicaux, tout ça. Donc, espérons qu'on ne va pas attraper ce virus avec les niveaux intenses comme on a en Namibie. J'espère bien. Alors, on Mais sait que le continent africain est habitué à avoir ou à vivre différentes épidémies. On l'a vu avec Ebola, on l'a vu avec différentes maladies qui ont frappé plusieurs pays du continent. Est-ce que de par cette expérience du passé, on peut avoir l'espoir d'une bonne gérance de la pandémie de la Covid? Mais en fait, oui, c'est vrai. Dans le passé, on avait passé de moments difficiles avec l'Ebola, oui, c'est vrai. Et c'était plus infecter les Africains plus de l'autre pays du monde. Mais là, c'est une épisode d'épidémie mondiale. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça va être affecté au niveau des pays, parce qu'en fait, tous les pays africains, on manque les soins médicaux comme il faut, on manque les médicaments, et surtout avec la crise en Namibie, peut-être pour importer des vaccinations, c'est maintenant, on avait beaucoup de problèmes parce que l'Andy est fermé sur le pays, donc pour donner, ça serait quand même assez difficile. Peut-être dans ce jour si on attrape avec l'intensité de virus, ça va être plus grave que l'Ebola. Bon, on ne sait pas. En espérant que ça va bien passer. Hein. Alors, on avait vu qu'en début de pandémie, il y avait l'OMS qui avait sonné l'alarme en disant qu'il fallait éviter qu'il y ait une inégalité dans la distribution des vaccins. Là, aujourd'hui, actuellement, on voit que les pays les plus développés et les plus riches sont les premiers à s'être procurés de vaccins. Et encore une fois, les pays les moins développés et les pays les plus pauvres sont les derniers sur la liste à pouvoir se procurer des vaccins, sachant que sur le continent, il n'y a pas beaucoup de pays qui fabriquent en fait un vaccin anti-Covid. Donc, quelles sont les mesures qui devraient être prises sur le plan international? Où est la solidarité internationale? En fait, oui, c'est vrai que l'OMS au début, il a dit qu'on va distribuer pas mal de vaccins, surtout pour les tiers-mondes, l'Afrique surtout. Mais avec la demande, beaucoup de demandes pour les pays plus développés, donc ouais, on devrait moins en moins toujours, parce que tous les pays maintenant avec la crise, le troisième épisode, là, ils sont en train de vacciner leur population. Donc là, on peut dire qu'en grand, on a reçu autour de 18 ou 20 millions pour les pays africains, et là, c'est très, très, très peu. Donc, oui, c'est vrai. On a besoin toujours de vaccinations, on a besoin toujours plus de nombre de vaccinations, mais les pays africains, c'est moins touché que les autres pays. Oui, c'est vrai. Espérons que ça ne va pas être assez grave, mais on voit que avec la population des pays africains, avec la sphère ou la distance des pays, parce que les pays sont assez grands quand même, donc on doit garder la distance, on doit garder les situations de précaution importantes pour diminuer le nombre de victimes du virus. Mais en gros, c'est vrai, l'OMS, elle n'a pas distribué comme il faut les vaccinations. Là, il faut compter sur le pays lui-même pour éviter d'attraper et pour faire plus de précautions pour leur population. Dr Amr Ismail, merci à vous de votre participation à notre programme de ce matin.
Et tout de suite, nous vous proposons donc l'appel de la prière de l'après-midi. Et on se quitte sur ce reportage concernant un Nigérien qui a fondé Drone Africa Service, une entreprise qui conçoit des drones et les met au service de divers secteurs d'activité du pays. Voilà, c'est signé Shams Senemi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Des drones made in Niger. C'est le pari qui a relevé Abdulaziz Kouchne il y a une dizaine d'années maintenant. L'entrepreneur et petit-fils du général et ancien dirigeant nigérien a fondé Drone Africa Service, une entreprise qui conçoit des drones et les met au service de divers secteurs d'activité du pays. De la catégorie aérienne à l'agriculture, en passant par la gestion des risques et catastrophes, ces drones 100% nigériens sont fabriqués en fonction des besoins et de la demande des clients. Ce service travaille sur le transport pour optimiser les détails de déplacement de ces drones et permettra le transport d'objets comme des médicaments par exemple. Créés et produits dans un atelier à Niamey, la capitale nigérienne, les drones sont toutefois dotés de caméras venant d'autres pays du globe, ces modèles high-tech n'étant pas produits au Niger pour le moment. C'est malheureusement grâce au contexte géopolitique que l'entreprise a pu se déployer. Les drones sont permis de surveiller des zones reculées au Niger, là où parfois des organisations internationales n'ont plus accès. Accompagné de ses deux collaborateurs, Abdelaziz Kountché vient à concevoir des drones pour des entreprises au Mali, au Bénin ou encore au Burkina Faso. L'innovateur a pour ambition de former davantage de concepteurs et de créer durant 2021 une Drone Academy.